Dans un précédent numéro du Dessous des cartes, je vous ai expliqué l'origine des oppositions entre les communautés religieuses, sunnites et chiites, et comment elles ont eu tendance à s'aggraver avec la révolution iranienne en 1979. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir quelle est la situation au Moyen-Orient en 2015 avec l'apparition d'un nouvel acteur international, l'État islamique, qui par son nom même tente de concilier les deux entités. Cette carte nous montre la localisation des communautés chiites et sunnites dans le Moyen-Orient d'aujourd'hui, dont nous avons expliqué l'origine historique de la division dans un précédent numéro. Et l'intervention américaine en Irak en 2003 a profondément bouleversé les équilibres dans cette région. Pourquoi? Parce qu'avec la chute de Saddam Hussein, les sunnites minoritaires perdent le pouvoir qu'ils avaient depuis le mandat britannique sur l'Irak, et ce au profit des chiites, majoritaires en Irak, et qui arrivent officiellement au pouvoir en 2006, lorsque Nouri al-Maliki, du parti chiite Dawa, est nommé Premier ministre. Or, sur le moment, peu de monde, en fait, est en mesure de percevoir que ce basculement est majeur. Le gouvernement irakien chiite, qui s'installe après Saddam Hussein, se rapproche de Téhéran. Et pour les pétromonarchies sunnites du Golfe, ce rapprochement est dramatique. L'Irak passe dans le camp chiite. C'est là, en quelque sorte, la fin de la frontière mentale qui sépare le monde perse chiite et le monde sunnite, ottoman, puis arabe. Cela conduit, par une vision simplifiée, à affirmer qu'il y a désormais un croissant chiite ou un arc chiite qui rassemblerait l'Iran de Mahmoud Ahmadinejad, l'Irak de Nouri al-Maliki, la Syrie de Bachar el-Assad, issue de la communauté alaouite, une secte dissidente du chiisme, et une partie du Liban, avec le Hezbollah, cette milice et parti politique qui recrute dans la communauté chiite libanaise. Et selon la rhétorique du croissant chiite, forgée par des politiques et non pas par des analystes, les chiites formeraient donc un bloc homogène aux ordres de Téhéran, échappant au contrôle des États et menaçant les intérêts sunnites. Cette lecture, en fait, est assez fréquente. Sauf que, d'une part, les alliances politiques dépassent les différences religieuses, le Hamas palestinien est sunnite et s'est rallié un temps à Téhéran et à Damas, et d'autre part, le monde chiite n'est pas spécifiquement arabe, ni même moyen-oriental. Il y a des tensions entre sunnites et chiites en Afghanistan, au Pakistan, et il y a des minorités chiites jusqu'en Indonésie. Ce discours ne fait que refléter les craintes des monarchies sunnites face à une montée en puissance des chiites dans la région et de l'Iran. En fait, chaque communauté a le sentiment que sa survie est menacée. D'un côté, les Saoudiens sunnites craignent la montée en puissance des populations chiites sur leur territoire et chez leurs voisins. On voit ici le continuum du sud de l'Irak jusqu'au long de la côte saoudienne, ainsi que la rébellion des chiites yéménites, les houthistes. Je vais y revenir. Et puis de l'autre côté, les Iraniens chiites ont le même sentiment de crainte, entourés par des sunnites, des Arabes, des Turcs à l'ouest, des Turkmènes, des Ouzbeks au nord, des Pashtuns à l'est. Les Iraniens chiites se savent minoritaires dans le monde musulman, et c'est là l'un des facteurs pour lequel Téhéran développe son propre programme nucléaire militaire. Mais derrière la rhétorique religieuse, on a en fait deux grandes puissances régionales, deux ensembles géopolitiques qui s'opposent avec deux idéologies islamiques concurrentes. Le chiisme, religion de la Perse puis de l'Iran depuis le XVIe siècle, d'un côté, le wahhabisme, fondement du pouvoir saoudien depuis le XVIIIe siècle, de l'autre. Il y a en plus, bien sûr, les intérêts économiques. L'Arabie saoudite détient les deuxièmes réserves prouvées de pétrole au monde et l'Iran détient les quatrièmes. Au total, dans les pays qui longent la côte du golfe arabo-persique, se trouve près de la moitié des réserves mondiales prouvées de pétrole. Or, c'est là précisément que la population est majoritairement chiite. En Irak, les trois quarts des gisements se trouvent dans des régions majoritairement chiites, dans la zone des marais, dans le sud-est du pays, dans les vallées du Tigre et de l'Euphrate. En Arabie saoudite, les gisements sont situés à l'est du pays, dans la région de Arsh Shakriya. Cette région, qui abrite les 2 tiers des chiites saoudiens et produit la quasi-totalité du pétrole saoudien, a un poids économique et donc stratégique important.
Mais les minorités chiites saoudiennes s'y soulèvent depuis plusieurs années, ce qui représente une source de déstabilisation pour Riyad. Le gouvernement saoudien craint l'influence de Téhéran sur les populations chiites sur le territoire saoudien, mais aussi chez ses voisins. Car que s'est-il passé à Bahreïn en 2011 lors des printemps arabes? Ce petit royaume insulaire se trouve à l'est du royaume saoudien. La population qui se concentre au nord de l'île est majoritairement chiite et elle est gouvernée par la monarchie sunnite de la famille des Al-Khalifa. Bahreïn est donc un cas particulier parmi les États arabes du Golfe. À partir du 14 février 2011, de nombreux manifestants, chiites mais aussi sunnites, affluent sur la place de la Perle, à Manama, la capitale. Ils contestent la mainmise sur le pouvoir de la dynastie des Al-Khalifa. Le 2 mars, des troupes saoudiennes et émiraties arrivent sur l'île pour soutenir le gouvernement dans sa répression. Le 18 mars, le monument de la place de la Perle est rasé et Manama et Riyad accusent les manifestants d'être manipulés par Téhéran. L'Arabie saoudite a donc imposé une intervention militaire pour mettre fin à la contestation, ce qui a confessionnalisé un conflit, au départ social, voire politique. Autre cas de figure, le Yémen. Le Yémen se trouve au sud de l'Arabie saoudite, avec laquelle il partage 1800 km de frontières. On y trouve une majorité de sunnites au sud et une minorité de chiites au nord. Leur opposition est historique. Un imanat zaïdite, c'est-à-dire le courant chiite minoritaire, ayant dirigé une partie du Yémen du Nord pendant plus de 1 millénaire. En 2004, des rebelles chiites, dits houthistes, ayant pour base la province de Saada, entrent en conflit ouvert avec le pouvoir en place à Sanaa, allié des États-Unis. Ils entretiennent des liens avec l'Iran et menacent la stabilité de la frontière avec l'Arabie saoudite. C'est pourquoi Riyad voit dans la rébellion houthiste la main de Téhéran pour déstabiliser son pouvoir. Après les printemps arabes et le départ du président Saleh en 2011, les houthistes ont consolidé leur assise territoriale et le 21 septembre 2014, ils prennent Sanaa, la capitale. Cette nouvelle renforce Riyad dans ses craintes de voir l'Iran avancer ses pions via les chiites du Yémen. Donc Yémen, Bahreïn, à travers ces deux exemples, on comprend pourquoi les tensions sunnites-chiites sont exacerbées par la rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et même si les alliances dont on vient de parler sont avant tout politiques, il y a aussi le facteur religieux. Car l'argument constitue une arme efficace pour mobiliser à travers les frontières. Voici les zones et les villes contrôlées par l'État islamique ou Daesh en Syrie et en Irak en septembre 2014. Elles s'étendent du nord de la Syrie jusqu'à l'est de l'Irak, à la frontière iranienne. Le mouvement djihadiste sunnite a désigné son chef, Abu Bakr al-Baghdadi, comme calife, le terme de calife désignant, à l'origine de l'islam, celui qui succède à Mahomet à la tête de la communauté islamique. Et si on superpose la carte avec celle des zones de peuplement sunnites et chiites, en Syrie et en Irak, on voit que Daesh est implanté dans les zones de peuplement sunnites. L'organisation a donc réussi à rallier les tribus sunnites de la région contre des pouvoirs considérés comme chiites. Celui de Damas, en raison de la violente répression menée par Assad, qui est alawite, celui de Bagdad, en raison des politiques sectaires menées par l'ancien premier ministre chiite, Nouri al-Maliki, qui ont marginalisé les populations sunnites irakiennes. L'État islamique remet ainsi en cause le tracé de la frontière entre l'Irak et la Syrie, issu du découpage territorial opéré par les grandes puissances à la suite du démembrement de l'Empire ottoman en 1919. En 1916, des accords secrets avaient été conclus entre le Britannique Sykes et le Français Picot, et qui ont contribué à découper les frontières des pays arabes de la région, telles qu'on les connaît aujourd'hui. Alors que les Britanniques avaient promis en même temps aux tribus arabes de créer un grand royaume indépendant.
Alors, ces accords Sykes-Picot n'ont jamais été appliqués, mais ils ont servi de base au tracé des frontières du Moyen-Orient. Autrement dit, ces lignes frontalières qui ont été tracées par les grandes puissances européennes de l'époque, donc il y a presque 100 ans, sont aujourd'hui remises en cause, remises en question par la réémergence des solidarités tribales transfrontalières, par le discours et par la pratique militaire de l'État islamique. Mais attention, les camps sunnites et chiites ne s'opposent pas de façon binaire. Ce serait bien entendu trop simple. D'abord, le camp sunnite est très divisé car il y a plusieurs prétendants au leadership du monde arabe. Ensuite, l'offensive contre les djihadistes sunnites de l'État islamique rallie des sunnites et des chiites. Et puis, troisièmement, ces communautés sont parfaitement capables de vivre en bonne harmonie. On l'observe notamment au Pakistan, où il y a souvent des attentats anti-chiites, et pourtant il y a une tradition du vivre ensemble, et même des mariages mixtes. On l'observe aussi d'ailleurs au Liban, en Syrie, en Irak. Donc on le comprend, la seule approche binaire convient peut-être pour mobiliser des troupes, cela peut convenir à des médias, à des politiques, mais cela ne reflète pas une réalité qui est complexe. Alors sur cette région du monde, vous pouvez lire utilement Les mondes chiites et l'Iran, dirigé par Sabrina Mervin aux éditions Cartala. Vous pouvez lire aussi Le croissant et le chaos d'Olivier Roy aux éditions Fayard dans la collection Essais. Et puis la revue Moyen-Orient, datée de décembre 2014, a tout un dossier sur la géopolitique de l'Irak. Vous pouvez retrouver toutes ces références en langue française et en langue allemande sur le site du Dessous des cartes.